Alors, bon, Franck se présentera tout à l'heure puisqu'il va nous expliquer un petit peu les raisons de ce vote Front de gauche pour ces élections. Mais nous avons donc à notre droite, vous avez à votre droite Jacqueline Chagnon, qui est donc notre titulaire également, puisque vous le savez, vous ne le savez pas, mais en tout cas maintenant pour ces élections nous avons la parité qui nous est... qui a été mise en place, qui va nous permettre pour la première fois de mettre des candidats féminins et masculins au même niveau. Donc pour les titulaires, Franck Boule et Jacqueline Chagnon que vous avez sur votre droite, et puis vous avez Jocelyne Lambertin et Stéphane Quincard sur votre gauche, qui sont donc nos candidats que l'on n'appelle pas suppléants, mais remplaçants, comme au football. Voilà, donc ils ne sont pas sur le banc de touche. Voilà, donc voilà, Jacqueline Chagnon, je ne sais pas si tu souhaites te présenter, bon, je pense qu'on peut te laisser le faire. Très rapidement, oui. Donc j'habite Brunois, je crois que je suis une des rares Brunoyennes de l'assistance. J'ai 57 ans, je travaille à la préfecture de Paris, d'Île-de-France. Et que vous dire, je suis syndicaliste à la préfecture pour la CFDT. Voilà, donc... tu peux nous dire rapidement en quelques mots pourquoi tu t'es engagé un petit peu pour... ou tu le diras peut-être tout à l'heure dans le cadre de l'intervention. Oui, je me sens un peu concernée par la politique actuellement et au regard de tous ces événements et de la montée des extrémismes dans notre pays. Donc oui, j'ai eu envie de m'engager, d'être présente aux côtés du Front de gauche. Très bien. Dont j'approuve les valeurs. Merci Jacqueline. Bien, Jocelyne, place femme. Oui, d'accord. Encore une. Merci. Nouvelle. Bah oui. Jocelyne. Là encore une. Vas-y. Donc oui, Jocelyne Lambertin. Donc je suis retraitée de l'enseignement public. Voilà. J'ai été enseignante dans les écoles élémentaires du Val-de-Marne. Mais j'habite le 91 depuis longtemps, Crosnières. Voilà. Je suis syndicaliste aussi depuis de nombreuses années dans le cadre de ma profession, donc à FSU. Et puis, écoute, oui, j'ai souhaité m'engager là parce que j'ai déjà eu un engagement communal, c'est pas là que j'habitais autrefois. C'est dans... Voilà. Puis je pensais qu'il fallait que le Front de gauche soit présent à ces élections. Et moi, je suis quand même au Parti communiste depuis quand même un bout de temps aussi. Voilà. C'était le prolongement et le vœu qu'on soit présent aujourd'hui vu l'austérité. Très bien, merci Jocelyne. Bon Stéphane Quincard, donc tu vas boucler la présentation. Alors Stéphane, vas-y. Alors Stéphane Quincard, moi j'ai 45 ans, je suis ouvrier imprimeur en presse parisienne, donc je suis adhérent à la CGT, syndicaliste. Donc j'ai 45 ans, j'ai dit ça, ouais, je suis Yarrois. Voilà, j'ai des enfants, bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mon engagement politique, si je suis content d'être sur cette liste parce qu'en fait, je me bats contre l'austérité menée par le gouvernement actuel, en l'occurrence Valls-Hollande et Macron, et tout ce qui s'ensuit. Et donc voilà, ça me met hors de moi quand ils mènent une politique comme ça. Je me dis qu'il y a d'autres perspectives à avoir, qu'il y a aussi d'autres moyens de faire une autre politique à gauche. Quoi. Voilà, donc on peut se donner les moyens et puis donnons-nous les moyens de le faire. Très bien. Voilà. Donc, vous avez sûrement remarqué, donc après, on va pouvoir enchaîner, vous avez pu remarquer que ce mouvement social, avec tous ces syndicalistes qui sont là devant vous, s'engage évidemment maintenant dans, et c'est la nouveauté quand même de ces scrutins précédents et celui-ci, s'engage désormais maintenant dans le champ politique parce qu'ils veulent donner un prolongement, si j'ai bien compris, dans vos engagements à votre engagement militant syndical. Donc ce mouvement social qui s'engage dans la sphère politique, c'est quelque chose de très nouveau et qui méritera sûrement qu'on le développe au cours de cette réunion. Franck, sans plus tarder, je te passe la parole. C'est à moi Bernard? Oui, tu peux y aller Franck. Alors moi j'ai 52 ans, je suis marié sans enfant et je suis enseignant en lycée, au lycée Talma à Brunois, donc en histoire-géographie. Voilà, je vis ailleurs.
Je suis aussi un militant syndical national au SNES et à la FSU, et je m'occupe de la formation des militants de mon syndicat. Donc mon engagement dans le Front de gauche, il date de 3 ans, ça fait 3 années, mais j'avais pris contact déjà avec Françoise et la fine équipe que j'ai autour de moi là, actuellement, en 2010, lors du conflit des retraites. Alors, comme le disait Bernard, c'est vrai que c'est toujours compliqué pour un militant syndical de s'engager en politique, parce que souvent, la première critique qu'on fait à un militant syndical, c'est de faire de la politique. Alors, bien entendu, c'est un peu... c'est un peu une affirmation un peu légère, parce que quand on fait du syndicalisme, si on ne fait pas de politique, je pense que c'est pas faire du syndicalisme. Voilà. Donc, bien sûr, le passage à l'engagement politique, comme le disait Bernard, on a pris conscience depuis quasiment 2003 et le grand mouvement des retraites dans l'éducation nationale, et puis ailleurs d'ailleurs, puisque c'était un mouvement interprofessionnel, qu'on avait un vrai problème de débouché politique. Bon, et on l'a bien vu en 2012 avec l'élection de François Hollande, le débouché politique, il n'est toujours pas arrivé, quoi. Donc maintenant, il faut se prendre par la main. Alors, il y a 2 solutions, soit faire comme au Brésil, les syndicats deviennent des partis politiques, comme avec le président Lula, soit, en fin de compte, on s'engage dans un mouvement politique, et le Front de gauche nous offre cette possibilité. Alors moi, je vais aller un peu au-delà de Stéphane, et je vais citer Georges Jaurès, parce que bon, je pense que au centenaire de son assassinat, il est important de rappeler les grands anciens. Et il disait la chose suivante: ce n'est pas seulement par la force des choses que s'accomplira la révolution sociale, c'est par la force des consciences et des volontés. Donc bien entendu, c'est par l'engagement, par la volonté, qu'on arrivera à la révolution sociale, et je pense qu'on y croit un peu, même beaucoup d'ailleurs. Voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement. Alors j'ai droit à 30 minutes, je crois, c'est ça. Je vais essayer de tenir, Bernard. Voilà. De quelle manière nous avons conçu cette campagne électorale, et sur quels axes on voulait porter nos efforts. Donc moi j'en ai dégagé 3. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais bon, je pense que les trois résument bien ce qu'on a voulu faire. Le premier axe, c'est défendre le département comme lieu de démocratie locale. Le deuxième axe, c'est faire de notre département un vrai bouclier contre l'austérité. Et le troisième axe, se battre contre la droite et l'extrême droite, et bien entendu, faire voter la gauche. Parce que, on le sait, ça va être un des grands enjeux du scrutin. Si on n'arrive pas à faire voter les électeurs de gauche, je pense que le résultat du dimanche soir sera plutôt cruel. Donc défendre le département. D'abord, on commence par ça. Donc, comme vous le savez, la réforme territoriale, c'est un nouveau pas vers une nouvelle forme de décentralisation. On est au 3e niveau de la décentralisation. Et dans un premier temps, le gouvernement Valls et le président Hollande avaient annoncé la disparition des départements purement et simplement. Donc après une longue bataille politique et parlementaire, on a vu déjà des reculs du gouvernement. Par exemple, déjà le fait qu'en fin de compte les conseils généraux ne soient pas supprimés, ou alors qu'on envisage seulement à long terme, en 2020, que ces conseils généraux disparaissent au profit des métropoles ou des conseils régionaux. Donc on a pu conserver les départements, conserver les conseils généraux, conserver des compétences qui devaient passer à la région, comme la compétence sur les collèges et sur les transports scolaires en particulier. Donc on a mené, les élus du Front de gauche et les élus de gauche ont pu mener cette bataille et ont pu déjà gagner une manche, conserver le département au moins dans une période assez lointaine en 2020 et conserver des compétences. Donc ce que nous comptons faire en tant que candidat du Front de gauche, c'est de poursuivre cette lutte pour maintenir les départements et ne pas les voir disparaître. Pour vous donner une idée, les Français sont attachés au département. Dans un sondage national, 71% d'entre eux estiment qu'il faut conserver les départements. Dans le département du Val-de-Marne, il y a une pétition qui a circulé, elle a obtenu 35 000 signatures. Donc
je pense que le gouvernement a bien compris que supprimer les départements, c'était une faute très grossière et qu'en fin de compte, on ne pouvait pas mener au bout cette politique. Alors, ce qui prouve également que les Français sont conscients des enjeux. Parce que quand ils disent que 71% des Français veulent conserver leur département, c'est qu'ils ont une bonne opinion de leur département. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Mais l'autre problème, c'est la mobilisation. C'est-à-dire ils sont conscients des enjeux, mais on a des taux de participation, de non-participation, d'abstention, qui frôlent les 60%. Donc il y a une vraie contradiction. Donc bien entendu, notre objectif, c'est aussi les mobiliser, mais les mobiliser aussi, c'est aussi un élément aussi qui est démobilisateur, c'est le fait qu'on ne connaisse pas encore les compétences des départements, la loi n'étant pas votée, les décrets d'application n'étant pas votés, et donc en fin de compte, on fait voter les gens sans savoir exactement ce que sera le département. Donc c'est une chose vraiment qui est complètement démobilisatrice. À une semaine, même pas d'ailleurs, à moins d'une semaine du scrutin, on ne sait toujours pas quelles seront les compétences du département. Donc le combat doit continuer, on doit continuer à se battre pour protéger cette instance locale. La loi NOTRe, donc c'est le nom qui est donné à cette nouvelle organisation territoriale de la République, N-O-T-R-E, donc nouvelle organisation territoriale de la République. Donc elle est actuellement en navette au Sénat, donc on va attendre la fin des délibérations. Mais bien entendu, il ne faut pas uniquement se mettre en situation défensive, il faut aussi se mettre en position offensive et donc faire des propositions. Et donc c'est ces propositions que je vais vous proposer. Donc le premier élément qu'on a mis en avant, c'est le développement de la démocratie locale. Je pense que c'est un élément très important. Il faut justement que le département puisse, avec les communes, avoir une vraie dimension de démocratie locale. Donc c'est pour ça qu'on a fait la proposition de créer un conseil de canton où justement les élus pourront rendre des comptes aux citoyens et faire des propositions à leurs élus. Donc c'est l'organisation d'un échange entre élus et citoyens. Et donc peut-être, si cela est possible, peut-être mettre en place des budgets participatifs. Comme vous savez, en fin de compte, on peut dégager une partie du budget pour que les citoyens choisissent eux-mêmes comment on va dépenser leur argent. Donc c'est aussi une solution, il faut être clair, dans le combat que l'on mène contre le clientélisme du maire de hier, où en fin de compte, comme on le sait, ces petits cadeaux contre... Voilà, donc bien entendu, là, l'échange qu'on pourrait avoir entre élus et citoyens pourrait justement limiter les effets du clientélisme. Et bien entendu, je suis très fier d'appartenir à l'Assemblée citoyenne, parce que l'Assemblée citoyenne, c'est un peu une école de démocratie, et donc ça peut être justement une préparation à ce que pourraient être nos comités de canton, nos conseils de canton. Donc deuxième axe, faire du département un vrai bouclier social contre l'austérité. Donc comme vous le savez, cette austérité, elle a été voulue et mise en place par le gouvernement Valls-Hollande. Et pour ce faire, Hollande a trahi ses engagements de campagne, a trahi la gauche avec l'assentiment des néolibéraux et des marchés financiers. Cette austérité doit cesser, car c'est une mauvaise politique qui ne produit que chômage et pauvreté et augmente les inégalités. Dans le département et dans tous les départements, je rappelle que le gouvernement va ponctionner 11 milliards d'euros de dotation sur les collectivités locales. Dans le département, on aurait 10 millions environ pour 2015 perdus et autant pour chaque année suivante dans les 3 années qui suivent. Donc c'est absolument terrible pour les budgets des départements qui sont bien sûr touchés par la crise, les dépenses sociales explosant et dans le même temps on leur supprime les moyens de fonctionner. Donc il est clair que c'est une fragilisation des départements et donc il faut que cette politique cesse. Dans le même temps, comme vous le savez, capitalistes financiers et entreprises du CAC 40 sont au plus haut. Vendredi, on annonçait 5200 points à la bourse, donc c'est le plus haut niveau depuis la crise de 2008.
Voilà. Et dans le même temps, comme vous le savez, si le CAC 40 est au plus haut, ça veut dire qu'en fin de compte, les actionnaires touchent un maximum de dividendes. Or, dans l'histoire économique, seul un plan de relance et d'investissement ciblés sont en mesure de remettre la France sur les rails. On l'a vu dans les années 30, c'est parce que les États ont dépensé, se sont endettés, ont offert des contrats aux entreprises, qu'en fin de compte, l'activité économique a repris, que le chômage a diminué. Or là, ce qui se passe actuellement, c'est on continue à faire des cadeaux aux entreprises, mais on ne voit pas les retours, et le chômage continue à grimper. Donc c'est pour cette raison que dans notre programme, nous comptons utiliser largement ce qu'on appelle les clauses de compétences générales. Je rappelle que le département peut dépenser son argent au-delà des compétences réservées au département, aux conseils généraux. Donc on peut le faire pour créer de l'activité. Donc par exemple en contrôlant que l'aide départementale est bien utilisée par les entreprises pour créer de l'emploi. Donc ça pourrait être une action qu'on pourrait mener. En facilitant par exemple également le déplacement des salariés, en finançant à 50% les cartes de transport, donc par exemple en diminuant donc la valeur du prix des transports en Île-de-France. Alors bien entendu, on peut rétorquer que la majorité départementale actuelle est dans cette logique. Mais nous pensons qu'elle peut mieux faire, cette majorité départementale, qu'elle est trop frileuse. Un peu comme les députés frondeurs qui n'arrivent pas à franchir le pas d'une vraie politique de gauche. Et pourtant, ils ont et nous avons un modèle. Ce modèle, c'est le département du Val-de-Marne, qui eux aussi ont été capables de dépasser justement, d'utiliser la clause de compétence générale pour faire avancer les projets sociaux. Donc c'est pour cette raison qu'en fin de compte, nous pensons qu'à l'image du département du Val-de-Marne, nous pouvons faire plus de progrès dans l'action sociale dans le département de l'Essonne. Si on prend quelques exemples, les règles seraient assez simples dans l'Essonne. Quelques exemples. Déjà, plus de subventions au collège. On a un vrai souci, quand on compare les dotations dans le Val-de-Marne et ceux de l'Essonne, il faut être clair, on est en retard. D'un autre côté, le département de l'Essonne a utilisé sa clause de compétence générale pour financer par exemple une université des métiers. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on dépense une partie de l'argent pour financer une université, pour l'alternance et pour l'apprentissage. Et dans le même temps, bien entendu, ce sont les lycées professionnels qui trinquent. Enfin, bon, bien sûr, je vais le répéter encore une fois, moins d'aide aux entreprises sans contrepartie d'emploi. Et pas seulement de contrepartie d'emploi, aussi de respect des droits sociaux. Parce qu'il faut être clair, on donne de l'argent aux entreprises, mais ils ne respectent pas à la fois l'emploi et ils ne respectent pas le droit des salariés dans l'entreprise. Et donc ça devient inadmissible. Enfin, troisième point, on va finir troisième axe. Donc se battre contre la droite et l'extrême droite, faire voter la gauche. Donc comme le disait Stéphane, la situation actuelle dans les entreprises, on ne va pas dire qu'elle est bonne, on va dire qu'elle est pas bonne, mais bon, il faut être clair, la loi Macron, si elle est votée, telle qu'elle est votée, la situation des salariés dans les entreprises ne va pas s'améliorer. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je pense même que néolibéraux et même l'extrême droite n'auraient jamais pensé aller aussi loin que quand on lit le texte de la loi Macron, on a l'impression que c'est pas possible, ça ne peut pas être des socialistes qui ont écrit ce texte. Et pourtant, c'est la réalité. Enfin, ils se disent socialistes. Donc, en détruisant les droits sociaux et économiques, il faut être clair, ils préparent la venue des ultralibéraux. Et je vais citer un économiste autrichien, père du néolibéralisme, qui s'appelle Hayek, et qui disait « Si la démocratie n'est plus compatible avec le marché, il faudra se débarrasser de la démocratie. » Alors j'espère qu'on n'en est pas là, j'espère qu'on aura suffisamment de force pour les arrêter, mais il est clair que tel que le scénario est en train de s'écrire, si on ne fait pas barrage à ces forces-là, la situation peut être grave. Donc ce n'est pas non plus, alors je sais qu'on a écouté, Valls est en train de se
comment dire, de se démultiplier dans les médias pour en fin de compte rallier les Français à son panache républicain pour lutter contre l'extrême droite. Il est clair, la lutte contre l'extrême droite ne passe pas par des textes ultralibéraux ou néolibéraux. Elle passe par l'augmentation des droits des salariés, de l'action sociale, des aides sociales. C'est par là qu'on va lutter contre la crise et contre le Front National. Donc moi je suis profondément convaincu qu'en désarmant les salariés, le gouvernement de Valls donne l'impression, je suis même gentil avec ça, il jette les électeurs dans les bras du FN et de Debout la République. Et pourtant, ce qui est quand même incroyable, c'est que ces deux partis, alors qu'ils se réclament tous de la République, n'ont rien de républicain. Ils se drapent dans les valeurs de la République, ils se travestissent dans les valeurs de la République, mais ce sont les droits sociaux qu'ils combattent. Quand ils sont au pouvoir, au lieu de défendre les services publics, ils font des cadeaux aux patrons par l'intermédiaire des délégations de services publics. Et souvent, ces patrons exploitent largement les salariés, comme on l'a vu dans la crèche, c'est quoi, les petits chaperons rouges, ailleurs. Voilà, où on a des salariés qui quittent l'entreprise parce qu'en fin de compte, ils ne peuvent plus y travailler, quoi. Quant au Front National, bon, la liste serait très longue. Donc quand il arrive dans une municipalité ou une collectivité locale, bah, son premier acte, comme vous le savez, c'est de mettre en place la préférence nationale. Alors à la limite, on va se dire, bah oui, mais bon, ce sont que les étrangers qui trinquent. Et pas seulement. Bah, par exemple, ce sont aussi l'aide aux cantines qui sont supprimées aux enfants de chômeurs. Donc on a bien un parti politique antisocial. Et pourtant, il met en place, il se dit de gauche, il se dit avoir des idées de gauche, d'avoir des idées sociales, et c'est tout le contraire dans la réalité. Donc on est face à une tromperie, on est face à une tromperie d'un gouvernement qui se dit socialiste et qui met en place des politiques ultralibérales. On est face à une tromperie quand on écoute le Front National et Debout la République. Et donc, bien entendu, nous, ce qu'on défend, c'est autre chose. C'est une justice sociale, c'est, un engagement social très fort. Et donc, c'est ce qu'on espère, bien sûr, en défendant ces valeurs, c'est de mobiliser la gauche le plus largement possible. Donc, j'en appelle aux militants et aux électeurs du PS et d'école d'Europe Écologie Les Verts. Comment ces militants et ces électeurs peuvent encore se retrouver dans la politique du gouvernement Valls? Donc, donc s'ils ne s'y retrouvent plus, la réponse elle est très claire. Il faut qu'ils viennent chez nous, il faut qu'ils se rassemblent avec nous et qu'on puisse mener enfin une vraie politique de gauche. Nous ne voulons plus être les déçus de la gauche. Et pour cela, nous voulons un gouvernement et un exécutif départemental qui mènent une vraie politique de gauche. Donc c'est en grossissant les rangs du front de gauche et en faisant surtout monter la participation à gauche que nous combattrons le plus efficacement la droite et l'extrême droite. Comme il était marqué dans le papier, dans le dernier tract que l'on va distribuer dès demain à la gare de Hyères, le vote utile à gauche et le vote front de gauche, alors il faut voter le 22 mars. Merci. Merci évidemment à notre ami Franck. J'espère que je ne vous ai pas sauvé. Non, mais en plus c'est un exercice toujours très difficile de présenter et de démarrer une réunion publique. Bon, il a tenté quand même de nous donner quand même un certain nombre de raisons pour nous engager à voter et à faire voter. Mais l'intérêt pour le vote front de gauche, bien entendu, et pour la liste. Mais je pense que l'intérêt aussi d'une réunion publique comme ce soir, c'est aussi de réfléchir à
plusieurs voies. Et peut-être que les raisons qui ont été évoquées par nos amis de la tribune peuvent peut-être être élargies ce soir avec d'autres arguments qui peuvent venir de la salle et des interventions des uns et des autres. Donc, place au débat. Vous le voulez bien? Sur les départements, la suppression des départements, on en parle depuis un certain temps, et c'est Sarko qui avait lancé le premier la balle. Et le fait de le repousser d'une manière lointaine, c'est à mon avis pas tout à fait vrai, puisque si on le repousse en 20 exactement 2021, c'est la durée du mandat, 6 ans. Bon, ça veut dire que vous êtes élu pour un mandat, et après, basta, vous n'existez plus, si toutefois c'est supprimé. Bon, de la même manière, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, puisqu'on sait que, a priori, les métropoles n'auront plus, les grandes métropoles n'auront plus de départements. Certains départements seront regroupés pour faire à peu près un département correct par rapport aux départements les plus importants. Donc on ne sait pas exactement comment ça va se terminer. Et la suppression des départements, à mon avis, elle est toujours en suspens, mais elle existe toujours. Le danger existe toujours. Donc ça, c'est un premier point. D'autre part, ce qui me paraît important au niveau des départements, c'est surtout l'aide sociale et toute l'aide que le département apporte, non seulement aux collectivités locales, mais à la population bien souvent la plus démunie. Alors, ça passe par un tas de canaux, y compris dans certains départements, tout au moins par les collèges. Et cela, ça me paraît très important, parce que si on supprime les départements, qui va prendre le relais? On sait très bien qu'il n'y aura pas de relais qui sera pris par les régions. Pas à ce niveau-là. Donc ce sera l'État qui, une fois de plus, vraisemblablement, déléguera ses pouvoirs aux communes, et les communes, on le voit d'ores et déjà avec celles du Front National, mais aussi avec certaines communes de droite, l'aide sociale, c'est quand même pas notre première préoccupation. On ne va pas s'occuper des assistés, c'est ça, le programme du Front National, c'est halte à l'assistanat, parce que l'aide sociale, pour eux, c'est de l'assistanat. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus sur l'éventuelle suppression des départements. Évidemment, on en a parlé dans une assemblée d'anciens conseillers généraux. Bon, évidemment, on n'est pas tout à fait partial. Mais ce qui est important, c'est de mieux faire connaître le département, même si, au lieu de l'appeler conseil général, on va l'appeler conseil départemental, ce n'est pas ça qui changera quelque chose. Mais ce qui est important, c'est qu'on arrive à sauver les départements. Il semble qu'aujourd'hui se rencontrent deux opinions, je dirais. Opinion, ça va au-delà de ça, mais à la fois les déçus de Hollande, du premier, pour plus de sécurité, ils pensent que... Donc voilà. Et ceux et celles qui ne se prononcent pas, qui disent qu'ils ne font pas de politique, que ça ne les intéresse pas, et qui disent de toute façon les partis politiques ne s'intéressent pas à nous. On entend aussi, à propos des syndicats, qu'ils soient salariales ou professionnels d'ailleurs, hein, on entend ces discours, donc des mouvements qui partent par ailleurs. Et donc, ça peut aller à l'abstention, c'est la grosse crainte d'aujourd'hui, hein, et voire, je dirais, en posant un acte violent, en votant extrême. Je dis qu'il est violent cet acte, voter extrême, on ne peut pas le dire autrement. Et moi je crois que notre campagne doit être un moment, là c'est les élections, je dis encore cantonales, hein, on ne doit plus dire ce mot-là, mais ça doit être un moment pour essayer d'aller au contact de ces gens-là. Pourquoi ils s'interrogent et comment on peut faire pour, je dirais, essayer de les rassembler sur des valeurs qui nous sont communes. Je dirais, on ne peut même plus aujourd'hui poser la question, tu es de gauche ou tu es de droite. Pertinemment qu'actuellement, là, on a un problème du discours aussi vis-à-vis des personnels et des salariés. Donc ces éléments-là, je les comprends. Mais moi, je vais aller encore plus loin que toi. Moi, je pense que l'humanisme des Lumières, qui est la fondation de notre République, est aussi en danger. J'en suis profondément convaincu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout ce qui a été construit depuis la Révolution française, là, tous ces éléments-là sont petit à petit travaillés par le néolibéralisme.
moi je suis profondément convaincu, c'est le néolibéralisme qui est en train de détruire petit à petit l'humanisme en France. Voilà. Et c'est vrai que c'est très compliqué à faire comprendre aux gens, quoi. Faire comprendre aux gens. Moi, quand je dis à des collègues, par exemple, votre dotation dans un collège ou dans un lycée, elle va diminuer, non pas parce qu'en fin de compte vous avez mal travaillé, parce que vous avez moins d'élèves, etc., mais tout simplement parce qu'on veut diminuer le budget de l'État, parce qu'en fin de compte on veut rendre l'État tellement petit qu'en fin de compte on peut le noyer dans une baignoire, et ça c'est la pensée néolibérale. Bah, tous ces éléments-là, bah, je peux vous dire, c'est très compliqué à faire comprendre aux gens. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il va falloir continuer pendant très très longtemps à mener de l'éducation citoyenne dans notre commune, même si on a déjà commencé déjà. Hein. Bon, alors on ne fait peut-être pas suffisamment, hein, mais il est clair que c'est vrai que c'est une question qu'il va falloir développer. Mais le problème, c'est qu'on est aussi pris par les échéances électorales. Alors la question, c'est toujours le même problème. Hein. Est-ce qu'on se retire des campagnes électorales, on ne fait que de l'éducation populaire? Mais vous voyez, il faut être clair, c'est pas possible. Il faut marcher sur les deux pieds, quoi. Et c'est les deux qui fonctionnent, pas un seul pied, quoi. Le Front National, il a calqué son discours principalement sur la gauche, et la gauche qui pèse aujourd'hui en France, et notamment il a calqué son discours sur celui du Front de gauche, et il marque des points partout, et il est compris. Et autre exemple, nous quand on s'exprime aujourd'hui, on bannit des mots, y compris on réforme complètement les choses. On ne veut plus parler de cantonal, mais on parle de départemental, parce que c'est chic, c'est haut, sans voir le fond de la réforme. Le fond de la réforme, tu l'as expliqué, c'est l'abandon des services publics, de l'école, des collèges, etc. Donc ça c'est vachement important. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui dénote aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas assez près des gens, on ne parle pas clairement avec les gens. Dans plein de domaines, je veux dire. Tu as parlé des collèges, moi je pourrais parler de la santé, c'est la même chose. Moi j'aurais envie de dire, bon, quelles seront nos actions prioritaires si on a la chance d'avoir 2 élus au département. Je crois que ce serait une question fondamentale sur le rôle du service public, le rôle qu'on redonne aux gens, ce qu'on va faire avec les gens. Un exemple concret, si, comme il y a des chances malheureusement, la droite passe au niveau du département, la première chose qu'ils vont faire, c'est toucher à l'appât, l'aide aux personnes âgées. Ça va être leur leitmotiv. Comme tu l'as dit très, très justement, ils vont vouloir réduire les coûts des services publics, mais sur le dos des gens. Et nous, par rapport à ça, dans le discours, je pense qu'on n'est pas assez clair et qu'on n'explique pas assez. Enfin, moi, il me semble que dans la campagne municipale, on avait essayé d'avoir collectivement cette réflexion et porter collectivement cette réflexion. Et là, donc, j'étais absent parce que j'étais malade malheureusement, mais il me semble effectivement que peut-être effectivement, on ne va pas assez expliquer ce qu'on veut, pourquoi, le rôle, l'action qu'on va mener. Un exemple concret, le conseiller général de Montgeron, il vient d'être élu maire. Première chose qu'il fait, il supprime, ou il bloque, en tout cas c'est sûr, il bloque toutes les subventions au mouvement associatif de la ville. Il réduit déjà là, en ce moment, tous les transports scolaires. Il passe de 4 à 1 transport pour une classe. 1, de 4 à 1. Donc voilà ce qui nous attend au niveau du conseil général. Comment est-ce qu'un gouvernement qui mène une réforme territoriale de cette ampleur ne communique pas davantage là-dessus? Comment on ne communique pas davantage là-dessus, dans les médias, les journaux, la radio? Ça aurait dû venir du gouvernement. On nous a donné de grandes leçons au mois de janvier sur transmission des valeurs de la République sous toutes ses formes. Je crois qu'ils auraient dû commencer par là. Donc évidemment, quand il n'y a pas d'information, quand il n'y a pas de campagne là-dessus, ben, c'est difficile de dire aux gens, ben voilà, c'est comme ça que ça va se passer, parce qu'aussi les gens sont dans l'austérité, dans les difficultés de travail, de leur travail, ils n'ont pas forcément le temps d'aller cliquer sur Internet, se renseigner, etc. Il y a évidemment d'une part, vous voulez le retour de la droite. On l'a eu, la droite, auparavant. On sait ce qu'on a eu, on sait ce qu'on peut récupérer de nouveau si elle revient. La droite est au pouvoir actuellement. Elle n'est pas malheureuse. Oui, non, mais, elle est au pouvoir. Oui, mais encore une fois, on ne va pas revenir. Attends, Jean-Marie, mais on ne va pas revenir au débat antérieur où on a souvent pointé du doigt que la gauche
dicte la gauche au pouvoir à l'heure actuelle reste dans l'esprit de bon nombre de citoyens la gauche. Et on a toutes les peines du monde, nous, à démasquer cette façon détournée d'utiliser ce terme. Et la gauche, c'est nous, évidemment, mais bon, toutes ces valeurs-là sont flouées du pied de la part de ce gouvernement qui se dit de gauche. Et donc, évidemment, ça pervertit d'une manière forte le jugement des gens. Hein. Et puis, le troisième volet que l'on évoque dans notre tract, c'est l'espoir. C'est l'espoir, parce que je suis désolé, mais l'espoir se lève. C'est vrai qu'on a besoin de donner de l'espoir aux gens, et notamment sur la reconstruction à gauche. Parce que si on ne montre pas à ce peuple français qu'il y a véritablement une issue possible, qu'on peut reconstruire une gauche différente, avec d'autres motivations, avec d'autres moyens, et en tout cas avec d'autres forces possibles, reconstruites sur des valeurs et sur aussi une exigence d'alternatives radicales à ce que l'on connaît à l'heure actuelle, c'est aussi ça qui doit pouvoir permettre à ce que les gens, on les amène aussi à prendre conscience qu'il faut donner de la force à ces listes qui sont soit menées par le front de gauche, soit par les listes qui sont avec le front de gauche constituées avec des citoyens et avec d'autres forces qui sont partenaires de cette démarche. Donc voilà, moi je crois que c'est aussi ça les raisons qui ont amené à ce que on ait une équipe qui soit vraiment fortement engagée dans cette motivation-là. On va se convaincre. La difficulté, c'est de savoir si on est bien dans le coup ou pas. Si ce qu'on fait répond à quelque chose de nouveau ou pas. Si on est ringard ou moderne. Si on va de l'avant ou pas. Voilà. Après, on est dans une situation politique très difficile. Pourquoi? Parce qu'on est à contre-courant de tout. On est à contre-courant de ce qui se passe dans le peuple. On a eu un débat avec Marie-Georges au mois de novembre. On avait pointé que les idées les plus conservatrices étaient de plus en plus partagées par le peuple et que le débat d'idées était nécessaire. Le débat d'idées sur le fond, sur l'idéologie. Valls le dit depuis 2 jours. Nous, on a commencé ici, au mois de novembre, on a provoqué les choses. Est-ce qu'on était bien ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a devant nous un gouvernement élu par la gauche qui fait une politique de droite et qui se renie? C'est désespérant pour les gens. C'est de la colère. Et pourquoi? Mais c'est normal qu'il y ait de la colère. Et donc, en même temps, il y a la droite qui est pas dans une dynamique et qui est en train de réfléchir à quelle alliance il va faire avec l'extrême droite. Et l'extrême droite qui est au cœur de la politique politicienne de la société aujourd'hui. C'est ça ou pas? Bon. Quand on a décidé de ce 4 pages-là qui reprenait un peu, vraiment, on est des candidats à austérité, mais en même temps on veut que l'espoir se lève à gauche. Vous avez vu pour National? L'espoir. Droite. D'accord? C'est leur affiche. On est dans le coup ou pas? Je pose la question. Et ils font de la publicité sans arrêt, sans arrêt. Moi j'ai écouté tout à l'heure le débat à 6 hommes, dont Pierre Laurent, hein, voilà. Ils étaient au fond de se positionner par rapport au Front National. Le 3e tour, l'élection, qui va faire quoi, etc. Et même le 4e tour, parce que le 4e tour, c'est on va gérer les affaires départementales avec qui, comment, quel rapport de force. Voyez un peu. Et nous, on est là, avec nos petits bras, parce que quand même, tous les tracts, ils sont rédigés par des militants. On n'a pas un seul professionnel qui nous aide. D'accord? Et nous, on est avec nos petits droits, avec notre conviction, on est debout et on veut que ça change. Alors c'est difficile, mais en même temps, notre assemblée citoyenne est grossie. On a plus de militants, il y a des choses qui se passent. Donc vous voyez, c'est une contradiction. Est-ce que c'est idéal? Je ne crois pas, on n'est jamais perfectionniste, mais on a des réunions régulières où chacun
vous pouvez le dire ou pas, on se respecte, on bouge les trucs, on remet tout, allez, hors comme... Il y a du travail, il y a du bon travail, du travail militant, et je crois un peu créatif. Alors, est-ce que ça va? Ben, moi, je trouve que ça va pas si mal. Est-ce que ça pourrait aller mieux? Oui, mais il faut que nous, on s'y mette tous pour que ça aille mieux. C'est-à-dire qu'on invite des gens, nos camarades de Brunois, ils ont invité un petit Mathias qui était venu au collectif électoral. Ben voilà, il a peut-être découvert des choses. Bon. Moi, je sais pas, mais moi, je prends mon pied dans les réunions d'assemblée de citoyennes. C'est formidable. Il y a de la gaieté, il y a de la joie. Et on travaille. Et je confirme. Je suis nouvelle et je confirme. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas plein d'espoir? Oui, parce que... Est-ce que c'est pas plein d'espoir? Un petit Mathias qui était complètement apolitique et qui était complètement détourné justement de la question politique. Et qui se rend compte que oui, il y a une dynamique de groupe et qu'il y a des solutions, que chacun essaye de contribuer pour améliorer les choses. Parce qu'il a des idées quand même très, très noires sur la politique, sur les hommes qui gouvernent notre pays. Et c'est vrai qu'il voit des hommes et des femmes qui bougent et qui ont envie oui, que ça change. Et je crois qu'il vient maintenant, il fait la démarche même de venir, il nous demande, il est très demandeur en fait de participer et de... Moi, je pense que c'est une voie d'avenir, c'est un chemin à prendre, quoi. Je le pense. Après, on est au début de quelque chose, hein. On est au début. Mais je pense que... Moi, je vois... Alors, c'est plus difficile, mais je vois pas... On n'est pas sur une route bordée de roses. Hein? Mais dans le temps, on disait. Avec le truc, là, non, on n'est pas sur une voie bordée de roses. C'est difficile. Mais j'en vois pas d'autres, moi. J'en vois pas d'autres. Et c'est encore moins facile pour les jeunes, je pense. Voilà, j'en vois pas d'autres. Parce que nous, on s'est construit déjà. On s'est déjà construit, mais pour les jeunes, l'avenir est très sombre. Oui. Et Jean-Marie tout à l'heure, nous l'avons à l'esprit dès que nous commençons à réfléchir sur un tract ou un débat entre nous. Nous savons que malheureusement, bon, bah, c'est vrai, on n'arrive pas tout à fait à décoller, etc. Mais bon, il y a déjà une chose qui est très importante, c'est que le front de gauche est présent à Hyères et dans la vallée d'Hyères. Et ça, c'est essentiel. J'espère qu'on est tous convaincus et qu'on a notre capacité à convaincre qu'on va bien voter dimanche quand même. Non mais, bon déjà qu'on va voter dimanche et que par rapport à la démarche qu'on a engagée, c'est bien de faire exister un vote front de gauche dans ce merdier ambiant. Et qu'on ne va pas se laisser posséder par Valls qui est en train de faire un meeting à Évry sur le vote utile au premier tour.